moi, je voulais vous faire une conférence sur l'IA au quotidien. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est souvent vu comme une discipline académique qui nécessite des mathématiques, qui nécessite des objets complexes, qui parle de prédiction. Bref, on n'y comprend pas grand-chose et on se dit « Ouh là là, c'est bien compliqué ». Eh bien, oui, c'est compliqué, l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la première fois qu'une révolution technologique arrive de votre vivant, puisque nous en sommes à la 3e révolution technologique de votre vivant. On a eu la révolution informatique, quand les ordinateurs sont arrivés. Moi, je me rappelle ma grand-mère essayant de m'aider à taper mon mémoire de master sur un ordinateur, et à la fin de la ligne, elle tapait dans l'ordinateur parce qu'elle voulait passer à la ligne, parce qu'elle ne connaissait pas encore le traitement de texte, elle savait pas que ça... Enfin, elle avait compris que ça passait à la ligne tout seul, mais elle avait un réflexe, donc elle tapait dedans. Donc on a eu d'abord les sciences informatiques, et les sciences informatiques ont tourné essentiellement dans l'optimisation des process. On est venu améliorer plein de process. Et puis est arrivé un truc incroyable, Internet. Internet, c'est quoi? C'est de l'informatique communicante. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire parler les ordinateurs entre eux, on a réussi à échanger des messages entre les ordinateurs, on a pu travailler en documents partagés, et derrière, aujourd'hui, maintenant, arrive une 3e révolution, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de l'informatique communicante intelligente, c'est-à-dire qui est capable d'apprendre. Donc ça rajoute une fonctionnalité de plus à ces outils merveilleux qu'on appelle les sciences numériques. C'est issu de différentes disciplines scientifiques, mais ça contribue à la même évolution. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'inventions, ce qu'on appelle le hardware matériel, qui ont été nécessaires pour que les 3 disciplines se développent, et pourtant, elles sont toutes les 3 différentes. En quoi elles sont différentes? Eh bien, reprenons par exemple la révolution de l'écrit. À l'ère de l'informatique, ce que je vous disais, on a inventé le traitement de texte. Et puis, à l'ère du numérique, on est passé à l'email, à la capacité d'échanger entre nous des textes, voire à construire un texte tous ensemble, c'est le document partagé, par exemple. À l'heure de ChatGPT, c'est l'ordinateur qui écrit le texte. C'est-à-dire qu'il a étudié, et Alexandre, qui est médiateur scientifique à la Maison d'intelligence artificielle, vous en parlera plus avant, c'est l'intelligence artificielle qui génère le texte désormais. Donc elle est capable, à partir d'une base de connaissances qu'on lui a donnée, on lui a fait apprendre, sur une base de connaissances qu'on lui a donnée, et grâce à ça, elle est capable de construire des phrases. Donc on ne se retrouvera, mais plus jamais dans sa vie, devant la page blanche. Vous savez, ce drame du moment de l'examen, ce drame de l'écrivain, du compositeur de musique, tout ça, c'est terminé. Le manque d'inspiration, entre guillemets, est pallié par cette nouvelle génération d'intelligence artificielle qu'on appelle les IA génératives. Mais l'intelligence artificielle est rentrée par d'autres biais dans notre vie quotidienne. Elle est rentrée, par exemple, par le biais du divertissement. L'informatique nous a amené les jeux vidéo, on a tous joué à Pac-Man dans notre vie. Le numérique nous a amené Netflix, la capacité de faire du streaming et de partager des vidéos. Et l'intelligence artificielle est en train de nous amener une nouvelle expérience. Vous avez vu, si vous êtes allé au cinéma récemment voir Indiana Jones, Harrison Ford, à nouveau, à 25 ans. Et c'est lui qui joue dans le film. C'est pas quelqu'un d'autre, il n'est pas doublé. On n'a pas mis un Harrison Ford jeune, puis un Harrison Ford vieux. Non, c'est le même. Mais grâce à l'intelligence artificielle, avec un système de mapping sur son visage, on a Harrison Ford jeune. Et demain, quand vous irez au cinéma, j'ai vu un truc extraordinaire d'une boîte anglaise qui s'appelle Metaphysics. Demain, quand vous irez au cinéma, vous serez dans les figurants. Parce que les gens qui seront dans la salle, on verra leur visage sur les figurants. On essaye à l'heure actuelle, le cinéma essaye de créer une nouvelle expérience pour ramener les gens vers les salles. Parce que finalement, on n'est plus confort à la télé, on mange devant une télé, puisqu'on a l'écran géant maintenant, qu'on peut avoir le film qu'on veut, puisqu'on a le streaming. Mais comment avoir une nouvelle expérience? L'intelligence artificielle est là pour amener cette nouvelle expérience. Et on a vu aussi l'intelligence artificielle arriver dans les transports. Rappelez-vous, quand dans les années 70-80, vous preniez la route, vous écoutiez Bison futé.
Et Buson Fiteux, il vous disait, ah là là, dimanche matin, dimanche 14 août matin, au départ de Paris, ça va être le rush. Et vous saviez, vous, sur la Côte d'Azur, que 8 heures après, c'était le rush. Mais ce Buson Fiteux, il se basait sur quoi? Sur les trucs qui s'étaient passés l'année d'avant. Et donc, il calculait. Hein, l'informatique l'avait aidé à calculer. Il y avait de beaux tableurs Excel qui calculaient qu'allait être la nouvelle année. Mais il y a plein de variables qu'il ne pouvait pas intégrer. Alors est né d'autres applications que vous avez tous dans vos téléphones portables, je suis sûre. Surtout que depuis que les routes sont quasiment... elles se reconstruisent, mais il y a encore beaucoup de fermées. C'est de savoir par où je peux passer. Et ça, vous avez Waze, par exemple. Hein, Waze ou Google Maps. Waze, il est embarqué dans plein de petites voitures. Hein, tout conducteur Waze est identifié. Et on connaît en temps réel les données de trafic et les voies ouvertes ou fermées. Parce que les conducteurs Waze, ils appuient pour dire « Ah là, c'est fermé, hein, j'étais obligé de faire un détour. » Et bien demain, hein, et ça commence... En tout cas, moi, le matin, je ne sais pas vous, mais mon iPhone, il me dit que pour aller à la maison d'intelligence artificielle, il me faut 32 minutes, ou 45 minutes, ou 95 minutes. C'est-à-dire, je ne lui ai rien demandé à mon iPhone. Je ne lui ai rien demandé. Il sait que je vais plutôt à la maison d'intelligence artificielle à cette heure-là. Donc, il me préconise le meilleur chemin pour y aller. Et il me dit combien de temps je vais mettre pour y aller. Il n'en est pas encore à me réveiller ou à me faire le café pour me dire il va falloir y aller parce que là, sinon tu vas être en retard à ton rendez-vous. Mais ça, c'est demain. Demain, il sera capable de reprogrammer mon agenda, mon réveil, ma cafetière pour m'amener à ce que je sois à l'heure à la réunion que j'ai, par exemple, le matin. Et puis, l'intelligence artificielle, vous l'avez vu arriver aussi avec des petits compteurs verts. Vous savez, les Linky. Hein, ces compteurs verts, ils sont venus quoi? Ils sont déjà venus remplacer le petit compteur noir qu'on avait avant. Le petit compteur noir qu'on avait avant, ça nécessitait un opérateur qui venait faire le relevé. Grâce à ce relevé, on le rentrait dans un petit tableur et on avait une estimation de consommation de la ville, de consommation des ménages et de consommation de la France au plan national. Et grâce à ça, on faisait les infrastructures, on produisait de l'énergie, on la mettait sur les réseaux et puis on espérait que personne n'ait besoin de plus ou de moins. Parce que quand on ne dépense pas l'énergie qui est produite, elle est perdue. Et quand on n'en met pas assez sur le réseau, ça disjoncte. Eh bien, le Linky, il est là pour ça. Il est là pour faire une meilleure répartition de l'énergie. Et il a surtout des petites fonctionnalités que je suis sûre que vous n'utilisez pas. Il vous permet de savoir quels sont les appareils ménagers qui consomment le plus dans la maison. Vous ne lui avez rien dit au Linky. Hein. Mais il sait où est le ballon d'eau chaude, il sait où est le radiateur, il sait où est le lave-vaisselle, il sait où est le lave-linge. Et il peut vous donner des petits conseils pour faire des économies d'énergie, parce qu'il est capable d'analyser dans son modèle qu'est-ce qui consomme le plus. Et surtout, il est quasiment au centime, je ne sais pas si vous avez remarqué, quasiment au centime, il est capable de prédire votre consommation des mois prochains. Donc il a énormément augmenté sa capacité à vous aider dans votre gestion de l'énergie. Et pas besoin de vous espionner pour faire ça. Non, ça fait juste de l'analyse comportementale d'outils ménagers et ça essaye d'optimiser votre utilisation. Alors s'il y a une petite trappe cachée qu'a fait EDF, c'est que s'il y a vraiment un problème de distribution d'énergie, on est en manque d'énergie parce qu'il y a une pointe de froid par exemple, ça peut débrancher les chauffe-eau parce qu'ils vont prioriser le chauffage. Donc pour éviter qu'il y ait une coupure d'énergie, ils vont dire, on va supprimer l'eau chaude, par exemple, à plein d'endroits, et garder par contre le chauffage, ou préserver l'électricité pour l'hôpital, ou pour la maison de retraite, enfin les endroits stratégiques. Donc EDF, qui a ces endroits stratégiques, va répartir, grâce au Linky, l'énergie. Et puis, j'ai pris un autre exemple, le dernier, parce que c'est là où c'est le plus spectaculaire, c'est sur la santé. Hein, l'intelligence artificielle, vraiment, elle vient aider la santé. Il y a des auteurs qui prédisent même, je ne sais pas si vous avez lu Homo Deus de Joshua Hariri, mais il prédit la fin de la famine, la fin des maladies, grâce à l'intelligence artificielle. Sans rentrer dans ces prédictions, on a des start-up locales. J'ai pris 3 start-up des Alpes-Maritimes, de la Côte d'Azur. On a Therapixel, qui est un champion de la détection des cancers, qui, grâce à l'intelligence artificielle, a amélioré énormément le travail des radiologues. On a ExactCure qui crée un jumeau numérique de chacun d'entre nous. Et donc, en fonction de votre âge, de votre poids, de vos antécédents médicaux,
vous aide à adapter le traitement que vous devez prendre, puisque les médicaments, vous savez, sont construits sur des standards et que la posologie, elle est construite sur des standards aussi. Et pour les femmes, c'est une bonne nouvelle parce que les standards ont été essentiellement faits sur des tests sur les hommes. Donc, on va pouvoir mieux adapter vos médications grâce à une appli comme ExactCure. Et enfin, Nodeus. Nodeus, son patron, est extrêmement attachant, comme peut l'être Alan aussi, mais qui vous parlera, lui, de sa solution. C'est quelqu'un qui vraiment cherche à mettre l'intelligence artificielle au service, au bénéfice des plus anciens. L'idée, c'est qu'un senior, s'il doit être maintenu à domicile, il faut aussi qu'on puisse prévenir son déclin cognitif. Et pour prévenir son déclin et donc son manque d'autonomie, eh bien, on va observer ses habitudes au quotidien. Et sans caméra, il n'y a pas de caméra dans son système. Donc on va observer combien de fois il ouvre le frigo, combien de fois il prend la douche, combien de fois il se lève du lit, du canapé, etc. Tout ça va être rentré dans une sorte de boîte noire. Aucune donnée n'est analysée par personne. C'est l'intelligence artificielle qui le fait. Et on va se dire, tiens, il se lave moins souvent, il mange moins souvent, il sort moins souvent. Et là, ça va émettre une alerte. Est-ce que vous avez à ses enfants ou à un voisin, il faudrait peut-être aller voir Monsieur Durand, peut-être prendre de ses nouvelles. Et si quelqu'un va prendre de ses nouvelles, alors personne n'est venu comme ça à l'improviste, mais quelqu'un prend ses nouvelles. Généralement, c'est quelqu'un qui l'aura lui-même choisi comme étant quelqu'un de confiance. À ce moment-là, on est rassuré. En tout cas, on peut se rassurer quand on est enfant et qu'on est loin. Mais on peut être rassuré également quand on est soi-même senior et qu'on se dit, moi, je m'aperçois peut-être pas que je vais moins bien. Et donc, grâce à un ODU, on va prendre soin de moi. Donc, si on prend une journée, en fait, en IA, toute la journée, vous utilisez l'intelligence artificielle. Que ce soit à 7h du matin, moi, mon téléphone qui me dit pour aller à la maison d'intelligence artificielle, il faudrait que d'abord, tu as ça comme rendez-vous, et puis voilà, il faudrait que tu partes maintenant. Que ce soit j'ai enlevé les lunettes, alors évidemment, j'arrive pas à me relire. Que ce soit pour gérer le budget, vous savez, vos applis banques, vous regardez, désormais, ils vous donnent des conseils pour mieux gérer votre budget, pour objectiver un petit peu les informations. Il va y avoir, si vous voulez savoir quoi manger, votre frigo va vous dire qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à manger en fonction de ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui vous manque, etc. Donc, à toutes les heures de la journée, vous pouvez faire appel à l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Alors, peut-être vous vous demandez ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, Marco l'a dit, c'est une dénomination qui est un peu complexe. Et parce que c'est complexe, c'est difficile de le définir. C'est tellement difficile que l'Union européenne, à l'heure actuelle, ils débattent pour savoir comment ils vont le définir. Et c'est difficile, parce que tant qu'on ne l'a pas défini, c'est difficile de l'encadrer juridiquement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des études de droit ici, mais la première démarche pour un juriste, c'est la qualification d'un objet. Donc il faut savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors Alan Turing, il disait c'est ce qui imite l'humain. C'est-à-dire que si un humain ne sait pas qu'il est face à une machine, alors la machine est une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Et puis, on peut aussi le faire selon des technologies. Donc, je vous ai dit, ce qui est important dans une intelligence artificielle, c'est l'apprentissage machine. Donc, il y a multiples manières de faire apprendre à une machine. Eh bien, forcément que l'apprentissage machine, c'est une technologie d'intelligence artificielle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Pourquoi une intelligence artificielle est si amicale? C'est parce qu'elle nous comprend dans notre langue. Si je lui dis « ferme la porte », ou elle comprend, même si ferme la porte, laquelle, etc., elle va recontextualiser elle-même. C'est aussi la vision par l'ordinateur. Pour qu'une intelligence artificielle, par exemple, puisse conduire une voiture, il faut qu'elle voie. Et puis il faut qu'elle estime la distance. Et puis il faut qu'elle estime la distance en mouvement. Et puis il faut qu'elle estime les dangers, etc. Donc cette vision par ordinateur, c'est le fait qu'on reconnaisse des images, qu'on puisse détecter des objets, etc., est nécessaire. Ça peut être aussi les systèmes experts, qui sont la vieille famille de l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux qui font que le nouvel apprentissage machine c'est ultra développé, ou encore la robotique, etc.
Ça nous conduit aussi, ça peut être l'explication sur l'intelligence artificielle, peut être faite aussi par les grands domaines d'intelligence artificielle. Donc le symbolisme a été le premier courant d'intelligence artificielle, c'est le premier grand domaine. Là, c'était surtout des humains qui expliquaient à des machines quoi faire, et donc elle leur donnait des règles. Hein, ce sont les systèmes experts. Donc on expliquait à la machine ce qu'elle devait faire, et après elle devenait autonome. Et puis, entre 2012 et 2018, il y a 3 chercheurs. Hein, il y a... je connais que... Hein, Yann LeCun, Joshua Benji et George Hunting. Excusez-moi, hein, George Hunton, qui ont écrit un papier sur le deep learning. Et ça a donné naissance à la nouvelle intelligence artificielle. C'est celle qui apprend d'elle-même, qui est capable d'établir ses propres règles à partir de toutes les données qu'on lui donne. Donc si vous lui donnez 100 000 photos de chats, elle sait qu'elle peut reconnaître un chat. Alors vous me direz, un bébé, lui, vous lui donnez un chat, au bout de 10 minutes, il sait que c'est un chat. Hein. Donc il n'a pas besoin, même pas, au bout de 2 secondes, il sait que c'est un chat. Il n'a pas besoin de 100 000 photos. La machine, elle a encore besoin de 100 000 photos pour savoir ce que c'est un chat. Alors on développe des algorithmes de plus en plus intelligents grâce à des startups comme celle que dirigeait Alan. Et ces modèles et ces algorithmes sont certes de plus en plus intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre avec moins de données. Hein, ils vont commencer à apprendre avec moins de données. Et enfin, il y a un 3e domaine d'intelligence artificielle qui est un peu dans les choux, celui-là. Hein. Il a du mal à se développer parce que c'est plus compliqué. C'est l'IA comportementaliste, celle qui comprend l'émotion humaine. Alors pourquoi la machine a tant de mal à comprendre les émotions humaines? C'est parce qu'elle ne ressent rien. Donc, comme elle ne ressent rien, elle ne peut pas bénéficier de cette expérience que nous avons, nous. Nous, nos sens nous nourrissent. Et au-delà de notre capacité logique, de notre capacité de raisonnement, de notre capacité à résoudre des problèmes, on ressent les choses. Et ça, les machines, elles ne savent pas faire. Donc on a et on aura toujours, au moins jusqu'au moment où peut-être on commencera à générer des IA comportementalistes, on aura toujours cet avantage et cette capacité surtout à apprendre plus vite et à s'adapter plus vite. Alors, cette machine qui apprend, qu'est-ce qu'on lui met dedans? On l'a dit aussi tout à l'heure, on lui met des données, hein, on lui met des datas. Si on veut étudier la météo, on va prendre les données de météo depuis 1900 et puis on va les comparer avec les données d'aujourd'hui. Et après, grâce à cette comparaison entre données d'hier, données d'aujourd'hui, on va missionner, on va dire à l'algorithme, dis-moi quel va être le temps demain. Cet algorithme, il y a une multitude d'algorithmes, mais cet algorithme, c'est donc la mission. On lui donne la mission. Dis-moi la météo. Donc, données passées, données d'aujourd'hui. L'IA va faire une première prédiction, pas très bonne. On va lui dire, ah ben non, il n'a pas plu aujourd'hui, franchement. Puis donc, elle va apprendre qu'elle a fait une erreur. Et par l'interaction, elle va continuer à apprendre et elle va être de meilleur en meilleur. Et à la fin, elle va trouver les bons repères pour savoir quelle est la météo à Breil-sur-Roya aujourd'hui. Avec justesse. Après, le problème, parce qu'à l'heure actuelle, les IA comprennent assez bien la météo, c'est savoir la lire. Ça, c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit « attention, il va pleuvoir à 80%, qu'est-ce que vous faites ?» Bon, vous prenez un parapluie, on est d'accord. Vous mettez des bottes, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va pleuvoir plus ou moins ? En fait, ça ne parle pas du tout de la quantité d'eau qui va pleuvoir, ça parle uniquement de la probabilité qu'il va pleuvoir. On est dans un monde de la probabilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle ne parle que de probabilité. Et donc, cette probabilité qu'il pleuve fait que dans 20% des cas, il ne pleuvra pas. Donc, dans 20% des cas, vous direz « Ah, c'est encore planté, la météo ». Parce que pour vous, c'est 100% d'erreur, par contre, puisqu'il n'a pas plu. Et pourtant, il y avait 80% de chances qu'il puisse pleuvoir. Alors, pour faire ça, vous avez l'intelligence artificielle, elle voit, comme c'est marqué là, donc elle voit une vision numérisée du monde. Elle a aussi forcément une vision simplifiée de la réalité, parce qu'elle ne peut pas voir plus que le monde qui l'inclut. Donc elle est forcément simplifiée par rapport à la réalité. Et surtout, elle a une vision probabiliste. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut le comprendre parce que toutes ces IA, qu'est-ce qu'elles vont changer pour vous, finalement ?
Hein, qu'est-ce que ça va vous changer? Le numérique, vous avez vu ce que ça a changé pour vous. Hein, vous avez vu comme nous d'ailleurs, hein, puisque je ne suis pas non plus digital native, l'arrivée des réseaux sociaux. Vous êtes encore ébahis aujourd'hui de voir qu'il y a des jeunes qui ne quittent plus leur téléphone pour envoyer des textos. Mais on voit bien que ça a changé nos vies, le numérique. Hein, il y a la vie avant et la vie après. Ben, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça va changer. Il va y avoir la vie avant et la vie après. Alors, personne ne peut prédire l'avenir. Hein, même l'intelligence elle-même, même si Alexandre demande à ChatGPT de prévoir l'avenir, vous verrez, c'est pas ça. Prévenir l'avenir d'une révolution technologique, ça demande des données qu'on n'a pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que là où le cerveau humain il est capable de calculer à partir de 3 à 7 paramètres, quand vous êtes un expert, vous calculez quelque chose à partir de 7 paramètres. Quand vous n'êtes pas du tout un expert, vous calculez à partir de 3 paramètres. Et donc, elle n'a pas de limite. Donc elle va pouvoir, pour vous dire s'il fait beau demain, elle va pouvoir prendre beaucoup plus de choses en compte. Pour vous dire si oui ou non vous allez finir à l'hôpital. Hein, il y a un projet qui est à l'heure actuelle sur le bassin pour faire du prédictif hospitalier. Elle va prendre en compte des données de météo, des données de stress, des données d'études, des données de vie, de comportement de vie, etc. Elle va prendre beaucoup plus de données en compte que votre médecin généraliste qui vous connaît bien, mais qui, lui, il va falloir un moment qu'il décide, et dont son cerveau d'expert, il ne peut pas prendre plus de 7 entrées pour prendre sa décision. Donc il va y avoir plus d'infos, il va y avoir plus de patterns. On va mieux comprendre les comportements à quoi ils conduisent. Il va y avoir également le fait qu'elle apprend, la machine. C'est-à-dire ce qu'elle est capable aujourd'hui, ce n'est pas de ce qu'elle est capable demain. Ça, c'est déroutant. Hein. Il y a un truc, ça ne marche pas, le lendemain, ça marche. Hein. Pour ceux qui ont essayé Google Traduction, moi, au début, on traduisait sur Google Traduction, on était là, on avait vraiment le sentiment que la traduction, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, quand on se sert d'un Google Traduction, et pire, quand on demande à ChatGPT de traduire, là, ça commence à être ultra performant. Après, il y a le fait qu'elle est autonome, la machine. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a compris sa mission, elle se débrouille, elle va jusqu'au bout de sa mission. Alors, si on veut se faire peur, ils ont testé un drone tueur, et le drone tueur a contourné les contre-ordres de l'armée pour atteindre sa cible. Parce qu'il est parti sur sa première mission, et donc ça a été simulé. Hein, c'était pour voir si elle se transformait, comme dans 2001 Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle pouvait contourner un ordre humain. Hein, parce que dans les conditions éthiques et dans les conditions que veulent les citoyens, c'est human on command. C'est-à-dire moi, quand je débranche l'IA, il faut qu'elle s'arrête. Donc ça fait partie des grands enjeux de la machine autonome. Et enfin, vous allez rentrer dans un monde du prédictif. C'est bizarre, le monde du prédictif. C'est bizarre. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il y a des États qui ont des procès parce qu'on a calculé le changement climatique. Donc, pour inaction climatique, c'est basé sur des modèles du GIEC, et ce sont des modèles qui ont été réalisés par des intelligences artificielles pour prédire l'avenir. Donc, vraiment, il y a un énorme changement, et il faut que vous viviez avec. Hein. C'est le numérique, certains ont résisté. On a tous été balayés par la vague. Donc il ne faut pas que vous soyez balayés par la vague, au contraire, il faut que vous veniez des acteurs de cette intelligence artificielle. Donc d'abord, essayez de les comprendre, et comprenez deux choses. Deux choses essentielles. Déjà, si vous avez compris ça, c'est génial. C'est que c'est de la probabilité. Donc il faut connaître la fiabilité pour savoir s'il y a une erreur qui est faisable ou pas. Et sachez que l'erreur, c'est 100% pour vous quand elle est sur vous. Il faut aussi comprendre qu'une IA, ça ne résonne pas en causalité, comme un être humain, mais en corrélation. Donc ça résonne par association d'idées, hein, comme dans certaines chansons de Colline Vacances où on trouvait la phrase suivante par le mot qui se termine. Vous savez, je me rappelle plus la chanson, mais on chantait la chanson feu de bois, bois de terre, terre à feu, terre. Vous savez, ben, c'est pareil. ChatGPT, c'est rien d'autre que ça. Il va falloir que vous appreniez à collaborer avec des IA. C'est-à-dire, il va falloir que vous sachiez leur demander ce que vous voulez qu'elles vous donnent. Hein, vraiment, ça c'est savoir ce que vous voulez leur demander, savoir leur demander, et surtout intégrer la réponse dans ce que vous faites. Parce que souvent, les gens, ils posent des questions à des intelligences artificielles, mais ils n'écoutent pas la réponse. Et puis après, ils disent « Ouais, mais l'ordinateur, il n'a rien compris ». Ben non, parce que si on n'a pas intégré, et c'est la plus grosse difficulté, elle vient de là, hein, c'est intégrer la réponse. Si on vous dit « Il va pleuvoir »,
et que vous ne prenez pas le parapluie et que vous vous plaignez d'être mouillé, ben, il y a une difficulté. Et enfin, il ne faut pas oublier, il faut pas mésestimer, hein, même si nous, à la MIA, on est plutôt tech enthousiaste, il ne faut pas négliger qu'il y a des risques. Et ces risques, il faut qu'on les mette sur surveillance, les intelligences artificielles. Donc votre intelligence artificielle, quand elle vous donne une réponse, il faut quand même que vous gardiez votre esprit critique, parce qu'elle peut halluciner. Hein, tu parles un peu des hallucinations. Elle peut halluciner, elle peut avoir des biais. Hein, vous avez l'algorithme de LinkedIn qui propose les jobs les moins bien payés. LinkedIn, c'est la plateforme, hein, vous savez, pour trouver un travail, qui propose les jobs les moins bien payés aux femmes, parce qu'on sait qu'elles accepteront plus facilement que les hommes. Et pourquoi cette intelligence artificielle fait ça? Et LinkedIn passe son temps à corriger le biais. Hein. Parce que tout simplement, la société fait ça. Et donc elle apprend. Ah un tel a été embauché à tel salaire, une telle a été embauchée à tel salaire. Et elle déduit, les femmes sont moins payées. Et donc elle reproduit le biais sociétal. Et enfin, il peut y avoir des usages malveillants. Vous avez vu avec le numérique, vous avez vu le nombre de spams que vous recevez, le nombre de SMS pour essayer de vous arnaquer aux amendes. Mais ça, sur l'intelligence artificielle, malheureusement, et aussi, vous allez avoir cette difficulté. Donc, j'en ai fini là. J'espère que je n'ai pas débordé sur mon temps. J'en ai fini là. Donc, venez nous rendre visite à la Maison de l'intelligence artificielle. Sinon, on reviendra. Hein, vous échapperez pas. On reviendra vous voir. Et on est vraiment heureux d'être parmi vous.